Phénomène ô combien normal, la notion d'impuissance dans la reconquête amoureuse. Comment est-ce que ça s'explique? Est-ce qu'on peut la relativiser? Voilà de quoi on discute et ça commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmrc.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Un petit peu en contre-jour parce que j'ai pas le choix, pour une fois qu'il y a du soleil, il est véritablement présent et je vais pas me plaindre de l'arrivée du printemps. Cela dit, j'espère que ça ne nuira pas trop à la qualité de l'image. En tout cas, aujourd'hui, focus sur une notion, un ressenti qui est extrêmement présent au moment de lancer sa reconquête amoureuse, à savoir la notion d'impuissance. Quelque chose d'extrêmement naturel, quelque chose qui pousse à faire des erreurs, qui pousse à la subjectivité, qui pousse à aller chercher des solutions qui ne sont pas toujours les meilleures, qui ne sont pas toujours les plus pertinentes. Et je voulais que, comme souvent, on mette en relief cet ennemi naturel de la reconquête amoureuse pour justement tenir un petit peu le choc quand il se matérialise. Donc ce sentiment d'impuissance, ce sentiment de ne pas pouvoir faire grand-chose dans la reconquête amoureuse, quelque chose, comme je le disais, qui est tout à fait compréhensible et qui va s'expliquer à travers trois parties qui commencent dès maintenant avec l'absence de contrôle avéré. Ça, je veux dire, on est tous absolument d'accord, la rupture amoureuse, c'est une décision unilatérale. Qui dit décision unilatérale dit que vous n'avez pas et plus votre mot à dire. Vous avez sans doute essayé, juste après la rupture amoureuse ou au moment de son occurrence, de venir verbaliser votre ressenti, d'essayer de convaincre votre ex de l'absence de bien fondé de sa décision. Vous avez argumenté, vous avez apporté des preuves, vous avez réfléchi dans tous les sens, vous êtes peut-être même énervé, vous avez été agressif, que sais-je, et rien n'a fonctionné. Vous avez peut-être même fait le contraire de l'agressivité, le genou à terre, la bague, les fleurs, le chocolat, les promesses, etc., etc., etc. Et sans aucune condescendance de ma part, on sait très bien malgré tout que cela ne fonctionne pas. Je veux dire, la logique là pour le coup, on la comprend assez rapidement. Quelqu'un qui vous dit je ne veux plus être avec toi, c'est pas parce qu'on lui promet une bague que ça va changer. Il y a tout ce ressenti, cette image d'impossibilité, et forcément quand on se retrouve face à ça, oui, on a l'impression d'être complètement impuissant parce que il y a la logique d'impossibilité matérielle qui est mise en relief par votre ex qui ne respecte pas les engagements du couple, la fameuse promesse, les possibilités de communiquer, d'échanger, de surmonter les pires problématiques quand on est ensemble. C'est ce à quoi on s'attend. Encore une fois, la fameuse promesse qu'on a derrière un mariage, même si on n'avait pas besoin d'être marié, c'est quand même pour le meilleur et pour le pire. Sauf que là, c'est le pire et on vous abandonne au bord de la route. On a accroché la laisse à un arbre et on a vite repris l'autoroute du soleil. Donc forcément, oui, la notion d'impuissance est quelque chose d'extrêmement présent dès, j'ai envie de dire, la formulation de la décision de votre ex. En plus de ça, il y a un autre paramètre, un autre domaine d'impuissance qui est sans doute le plus frustrant parce que on est juste des êtres humains et l'être humain est juste un animal fait d'instincts, fait de ressentis qui sont simple, même s'il se complexifie au fur et à mesure qu'on réfléchit. Celui qui est l'envie, la jalousie, la colère, tout ça sont des choses extrêmement simples. Et le deuxième paramètre qui est, sur lequel on a plus du tout de contrôle, c'est la liberté de la personne qu'on a face à nous. D'un côté, on se dit qu'il y a un engagement intellectuel, contractuel, fait de respect, de se dire voilà, on m'a quitté, donc il y a une espèce de période derrière où la personne va quelque part, même si on comprend qu'intellectuellement c'est défaillant, mais me faire un rapport, un espèce de cahier des charges de la manière dont il gère sa rupture amoureuse. Oui, voilà, là, je déménage, je prends tel appartement, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, je vais m'organiser pour montrer qu'on se décolle de vous, mais que le but, in fine, c'est pas de vous faire du mal et c'est certainement pas de rencontrer quelqu'un. Et la liberté de son ex, c'est de faire des rencontres, c'est de ne plus partager avec vous tous les détails de son quotidien, c'est de laisser des zones d'ombre, c'est de faire des choses qui
il ou elle n'avait pas l'habitude de faire avec vous. Et tout ça, évidemment, dans votre réflexion, ça crée encore plus d'injustice. Pourquoi, comment est-ce que mon ex peut se permettre de faire ça? Là, je vois qu'il ou elle sort, m'envoie même pas un message pour me le dire. Il ou elle a potentiellement rencontré quelqu'un parce que j'ai vu l'ajout d'un profil du sexe opposé sur Facebook, parce que je vois que l'endroit où il ou elle sort, c'est reconnu pour être... Et là, on se fait évidemment des films qui sont finalement la compensation de cette absence de contrôle. Comme je ne peux pas contrôler, mon cerveau, il essaye de trouver, de se raccrocher à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est mon petit Spielberg qui s'assoit dans le siège et qui dit moteur, action. Voilà, on est dans cette idée que je me prouve à moi-même que j'ai raison d'être en colère, que effectivement il y a cette injustice qui est avérée puisque mon ex prend sa liberté alors qu'on était avec moi. En même temps, on sait très bien que l'amour, c'est pas une question de possessivité, même si la possessivité est liée à l'amour. Quand on aime quelqu'un, oui, il y a une volonté de savoir, de pouvoir mettre son grain de sel, d'avoir une certaine implication. Tout ça, c'est remis en cause au moment de la rupture amoureuse. Et oui, ça va faire partie de cette notion d'impuissance, puisque tout à coup, on ne compte plus. Voilà, on a été viré de l'Assemblée nationale. Votre vote, on ne l'écoute pas, on s'en tamponne. Et forcément, au niveau de l'ego aussi, c'est quelque chose de relativement violent. Et en plus, c'est renforcé par le fait que, en douleur intense, extrême, je ne sais pas comment vous décrivez votre douleur selon votre capacité à gérer la rupture amoureuse, mais dans la douleur, on a quand même cette tendance absolument là aussi humaine et naturelle à se focaliser sur le très court terme. Et le très court terme nous donne tout à fait raison dans la mise en relief du constat d'impossibilité. On se dit, regarde, il ou elle n'est pas là, il ou elle veut plus me parler, il ou elle vient de m'envoyer chier, il ou elle a rencontré quelqu'un, il ou elle part en vacances à l'autre bout du monde, évidemment qu'il ou elle va faire des rencontres, etc., etc., etc. Et cette tendance à se focaliser sur le très court terme, à s'apporter des réponses à ces doutes, parce qu'à finalement se conforter dans nos peurs, à se conforter dans cette espèce de pessimisme ambiant, c'est tout à fait naturel, ça valide un petit peu ce qu'on ressent, ça justifie notre colère, notre douleur, etc. Ce sont des paramètres, des réflexes qu'on retrouve pas que dans le domaine sentimental, relationnel ou dans le domaine amoureux. C'est des choses qui sont absolument présentes partout. Vous allez à un entretien d'embauche, la plupart du temps on se dit qu'on va le foirer, très clairement, et puis quand ça se passe mal, on se dit voilà, tu vois, je le savais. Là il y a un petit peu cette logique là où notre focus sur le très court terme va nous permettre de nous rassurer sur le fait que ça marche pas, et tout ça c'est lié à l'absence totale de contrôle. Bien évidemment, je sais qu'il est très compliqué d'accepter le discours que moi je partage sur cette chaîne là, par exemple, où je vous parle de marathon, où je vous parle de temps, on dit oui, mais ce qu'on veut derrière, c'est un truc super rapide, un sparadrap pour se dire voilà, cette entaille-là, je la laisse de côté, le sang il va coaguler. Maintenant, moi, je veux un truc rapide et efficace pour avancer immédiatement. Et là, on comprend que réagir comme ça, c'est finalement faire fi de ce que représente la reconquête amoureuse et faire fi de la nature des relations humaines. Je veux dire, il faut du temps pour cicatriser une rupture amoureuse du côté de la personne qui est laissée de côté, bien évidemment, et puis aussi du côté de la personne qui part, puisque c'est aussi un bouleversement pour cette personne, même si ses actions, ses paroles, ses réactions n'ont pas l'air de signifier qu'il y a de la douleur, qu'il y a de la tristesse, qu'il y a de la... Voilà, il y a peut-être plus de fermeté que de votre côté. En même temps, on prend cette décision. C'est pas super étonnant. Et toutes ces idées-là, effectivement, elles entraînent quoi? Elles entraînent une subjectivité absolue. Je ne sais pas combien de fois par jour, que ce soit par mail ou directement dans des entretiens téléphonique, les gens m'apportent les preuves du fait que ça ne va pas fonctionner, tout en me demandant des conseils pour que ça fonctionne. On voit l'antinomie du truc, on voit qu'on vient avec cette idée qu'on est complètement perdu, qu'on ne sait pas où donner de la tête et que voilà les preuves que ça ne peut pas fonctionner, mais fait fonctionner quand même. Voilà, on se retrouve dans ce genre de choses et on comprend bien que dans cet état d'esprit, subjectivité est présente, on va être dans un état de panique, alors pas forcément « Ah mon Dieu !» à se rouler par terre, mais un état de panique qui va pousser à l'agressivité, qui va pousser à aller chercher des idées un peu saugrenues. Et d'ailleurs, c'est notre deuxième partie, c'est cette recherche de solutions qui vont être accessoires. Ce que j'entends par accessoire, c'est bien éloigné de l'idéal de la reconquête amoureuse. Alors évidemment, l'idéal de la reconquête amoureuse, comme je le prône sur cette chaîne, je ne parle pas du silence radio et de la lettre et toutes ces choses-là que je respecte, je veux dire, on fait comme on veut, c'est juste que ça ne fonctionne pas, mais ça c'est une autre histoire. Mais on va aller dans cette idée où
basé sur notre court terme, basé sur notre colère, basé sur notre douleur et basé sur cette injustice et cette impression, donc ce constat d'être complètement impuissant, on veut retrouver le contrôle, on veut retrouver la force, la stature, la puissance dans ce relationnel-là, on veut que sa voix soit entendue et du coup, eh ben, on va forcer les portes de l'Assemblée nationale et sans doute avec un gros drapeau tricolore pour montrer que je suis présent et que je veux m'affirmer et qu'il y a finalement, il y a un problème dans les élections. Hein. On n'a pas bien compté les voix, elle doit être invalidée, il faut passer par autre chose. Hein. C'est le contexte un petit peu en ce moment, donc c'est plutôt intéressant comme image. En tout cas, ce que j'entends par là, qu'est-ce que c'est? C'est de la verbalisation, c'est de l'argumentation, c'est le fait d'aller passer par des canaux qui sont pas forcément des canaux directs pour mettre la pression sur votre ex. Son frère, sa sœur, sa mère, son père, sa grand-mère, ses collègues de bureau. Moi, j'ai fait la cousine à l'époque. Quelqu'un qui va représenter cette espèce de garde-fou que vous allez potentiellement voir comme le gardien des clés, le gardien de la raison, de la conscience de votre ex. Tiens, son frère la connaît très bien, son frère m'a toujours apprécié. Si j'allais lui parler pour vendre ma cause et qu'on me défende et qu'on fasse entendre raison, parce que si c'est moi qui dis ça à mon ex, ça va pas fonctionner. J'entends intellectuellement toutes ces idées, c'est pas complètement dénué de sens, c'est juste dénué d'effets et c'est dénué de psychologie parce que de l'autre côté, on va complètement oublier le fait que c'est une pression incroyable pour la personne que vous avez face à vous et qui a pris une décision importante, qui a pris une décision difficile, qui a pris une décision engageante. Et là aujourd'hui, on va aller dire à son frère, de lui dire à lui ou à elle que sa décision elle est complètement débile. On voit forcément les premiers symptômes d'un conflit qui va apparaître. Il y a quand même de fortes chances que derrière on vienne vous taper sur les doigts si c'est pas le frère, là c'est l'image que je prends, qui vous dit de lui-même écoute ça me regarde pas, c'est vos problèmes, moi j'ai rien à voir là-dedans, ma sœur, mon frère, il fait ce qu'il veut. Voilà, on comprend. D'ailleurs, moi, c'est la réaction à laquelle j'avais eu le droit quand j'avais sollicité la cousine. Elle m'a dit, écoute, t'es bien mignon, mais voilà, j'y peux rien. Moi, je veux pas me mêler de tout ça. Tu vas gentiment te faire cuire à neuf. Et je pense qu'elle a eu tout à fait raison. Mais sur le moment, véritablement, j'étais, dans cette absence de contrôle et deux, dans cette recherche de solutions immédiates, de cette nécessité de contrôle, de me dire, voilà, c'est moi qui conduis la bagnole, même si je me crache, je veux être au volant. Je pense que c'est pas la bonne réaction parce que le même si je me crache, on y pense avant de se cracher, pas quand on est sur le lit d'hôpital avec 38 fractures à même plus pouvoir se gratter le nez, quoi, très clairement. Mais alors est-ce qu'il faut le vivre pour s'en rendre compte? On va dire que je l'ai vécu pour vous, comme ça on va se dire que vous n'avez pas besoin de le faire. Vraiment, ce ne sont pas de bonnes idées parce que cette panique-là, comme je vous le disais, nous fait finalement mettre en relief la logique. Alors que face à nous, on a une décision qui est une décision ressentie, qui est une décision sentimentale, et le cerveau et le cœur, ils vont souvent dans des directions complètement opposées. Donc aller mettre cette pression, aller rechercher ces espèces de petites solutions extrêmement rapides pour que quelqu'un tombe amoureux de vous, parce que c'est quand même ça dont il est question. Ça paraît pas forcément extrêmement malin, mais oui, tout ça vient de votre absence de contrôle et vient de la notion d'impuissance. La troisième partie, elle est un peu plus rassurante parce que le but, c'est pas de creuser votre tombe aujourd'hui non plus, c'est juste d'expliquer pourquoi votre ressenti est présent et comment le relativiser. C'est de se dire que l'absence de contrôle n'entraîne pas l'absence de possibilité. Ce que j'essaye d'expliquer finalement dans mes vidéos, c'est que dans la reconquête amoureuse, on a face à nous un iceberg. D'abord parce que la personne, elle peut être extrêmement froide, parce qu'on a l'impression qu'elle bouge pas beaucoup et parce que ce qu'on voit, c'est uniquement une petite partie du phénomène. Faut pas oublier que dans une reconquête amoureuse, dans une séparation, il y a une immense part d'inconnu. Comment votre ex va s'adapter à sa nouvelle situation. Et quand j'entends par nouvelle situation, ça peut être effectivement le fait que on vive tout seul, nouvel appartement, nouvelle maison, garde des enfants, du chien, que sais-je. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre parce que vous voyez ça comme merveilleux, extraordinaire, le mec est génial ou la nana est merveilleuse. Mais finalement, quand on s'habitue à cette relation, va forcément y avoir les aléas d'un relationnel classique. Est-ce qu'il y a des problèmes d'argent? Est-ce qu'on se dispute? Est-ce que voilà, tout ce qui est la tradition absolue dans un couple. Donc ces choses-là sont présentes. J'essaie de rester concentré. Ça hurle juste à côté de moi. Je ne sais pas si vous entendrez, mais on a quand même cette idée que le lot des inconnus est beaucoup plus fort que ce que vous pouvez imaginer. Il y a un environnement qui est en perpétuelle
mouvement autour de vous. Et je sais que beaucoup de gens vont me dire oui, tu dis ça parce que ça permet de nous rassurer. Bah, un, oui, ça permet de nous rassurer, tout à fait. Et puis deux, c'est surtout extrêmement vrai. On le voit là en plus. On a vécu en quelques années là des mouvements environnementaux qui sont absolument incroyables et extrêmement chiants. Voilà, on va pas se mentir, entre le Covid et la guerre en Ukraine, on voit que tout ça a des influences sur nos habitudes, notre façon de voir les choses, notre façon de voir les gens. On a vu des nouveaux conflits naître, encore une fois, vaccinés, non vaccinés, pro-ukrainiens, alors des pro-russes, bon, on va pas se mentir, j'en connais pas des masses non plus, surtout que chez nous, la Russie, c'est l'ennemi héréditaire. Enfin, on les perçoit comme l'ennemi héréditaire, parce qu'en vrai, nous, on est un moustique et ils nous écrasent avec un coup de botte, vu la taille de la Suède et vu la taille de la Russie, ne serait-ce qu'en termes de population et évidemment en termes de superficie. Mais voilà, mais malgré tout, comme tout le monde, sur les réseaux sociaux, on voit des idées circuler, que comme quoi il fallait pas que la NATO, enfin l'OTAN envoie ses forces, pression, machin, Poutine, réaction normale. Ok, enfin voilà, chacun... Mais on voit des nouvelles réflexions, des nouvelles positions, des nouveaux réflexes, tout ça apparaît dans notre environnement. Et là, je vous parle juste de changements majeurs, de changements mondiaux, de changements géopolitiques, etc., etc. À l'image à l'échelle d'une vie, il y en a plein d'autres, des changements. Donc oui, forcément, tout ça, c'est quelque chose que vous ne voyez pas, c'est quelque chose que vous ne contrôlez pas non plus. Mais comme on le voit pas, on se dit non, ça peut pas m'aider, ça c'est pas un solutionnement. Alors c'est pas un solutionnement, mais oui, ça peut vous aider, ça peut vous aider à construire une attitude qui est linéaire, qui est souriante, qui est dynamique, toujours les mêmes idées, parce que linéarité, ça veut dire ce que ça veut dire, ça veut dire que tu bouges pas, tu bouges jamais. Donc, t'essayes en tout cas, parce que je sais que dans le monde réel, il va y avoir des vagues de temps en temps, on va pas réussir on va être pris par ses émotions, pris justement par un événement qui fait que, etc., etc. Mais au maximum, on veut cette linéarité et on veut aussi se focaliser sur ce qu'on maîtrise nous, parce que c'est pas parce que ce que vous maîtrisez paraît bien moins intense, bien moins fort que la douleur générée par la situation, que ça n'existe pas. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on maîtrise ? On maîtrise notre image, on maîtrise notre communication, on maîtrise notre attitude, on maîtrise notre quotidien, on maîtrise notre mouvement. Tout ça sont des choses qui sont extrêmement importantes, parce que ce que j'ai pas dit et qui paraît relativement évident, c'est que si on revient à cette notion d'impuissance, à cette absence de contrôle et ce que ça vous fait faire, ça vous fait dégrader complètement votre image. On imagine bien le fait d'aller frapper chez les parents de votre ex pour leur dire que la décision de leur fille est complètement dénuée de sens et qu'il faudrait quand même intercéder en votre faveur. Quand votre ex va apprendre ça, elle va pas se dire « ça c'est un mec charismatique, chapi chapeau, c'est génial, franchement il en a dans le pantalon ». Non, on va se dire « mais qu'est-ce que c'est que ce délire ?» Enfin, moi... directement dans un relationnel avec toi, je te dis c'est terminé, je veux pas, je veux plus, machin, et tu vas voir maman et papa. Et alors évidemment, ça va dépendre de l'âge, etc., etc. Moi, si on allait voir ma mère, vous imaginez bien que ça sert pas à grand chose. On approche de la quarantaine tout doucement, donc les décisions, on les prend quand même tout seul à notre âge. Mais il y a quand même cette idée que on est en train, finalement, en laissant parler cette absence de contrôle et en cherchant absolument à le reprendre dans le court terme avec des éléments concrets, manifestes, ce que je viens de parler, toutes ces choses-là, et j'imagine qu'il y en a plein d'autres. Vous avez qu'à recenser les bêtises que vous avez pu faire après la rupture amoureuse, moi j'en ai plein aussi. Techniquement, quand on va être là-dedans, on s'éloigne complètement d'une reprise de contrôle qui soit positive. On s'éloigne complètement de quelque chose qui ressemble à la possibilité de créer un rapprochement. On est plutôt dans le conflit, on est plutôt dans la mise en relief du fait qu'on ne s'entend pas, qu'on ne s'entend plus, on est dans la justification de la décision de la personne qu'on a face à nous, parce que ça n'a jamais été la pression qui crée de l'amour, et ça c'est une certitude absolue. Voilà, j'espère que cette mise en relief vous apporte quelque chose, vous conforte dans le fait que oui, c'est totalement naturel de ressentir ces choses-là, mais qu'il vaudrait quand même mieux se focaliser sur ce que vous contrôlez, laisser l'incontrôlable être incontrôlé et vous dire qu'il y a quand même des chances de réussir à se manifester de façon positive dans tout cet amas de doutes, de peurs et d'incompréhension. Voilà, comme je vous le disais, je vous abandonne là. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas, le like, la petite cloche pour recevoir les vidéos dès qu'elles sortent. Vous avez au-dessus aussi les petits bandeaux qui s'affichent pour vous emmener, et sous la vidéo également les liens pour vous emmener vers le site internet, les formations, le coaching, etc., etc., etc. Que vous dire de plus ?
pas grand chose. Du coup, je vais vous abandonner. J'allais dire profiter du soleil, mais en fait non, je vais rentrer, éditer la vidéo, continuer à bosser, à répondre à tous les mails que je reçois. Mais malgré tout, je vous souhaite une très très belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!